Les Britanniques quittent l'Union européenne et provoquent un séisme mondial. Ce désaveu cinglant a poussé aujourd'hui à la démission le Premier ministre conservateur David Cameron. L'issue du scrutin a déclenché sur les marchés financiers un mouvement de panique sans précédent depuis la crise de 2008. Daniel Kablan-Duncan était aujourd'hui au siège de l'OCDE à Paris où le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique a remis un rapport au chef du gouvernement. L'organisation va accompagner le pays à travers 3 rapports. La contrefaçon, une des formes les plus virulentes de la concurrence déloyale, entraîne des pertes de parts de marché et constitue une source d'évasion fiscale. Nous ferons un tour d'horizon de la contrefaçon dans ce journal-là. Le président sénégalais Macky Sall a gracié Karim Wade, le fils de son prédécesseur qui avait été condamné pour enrichissement illicite. Karim Wade a été libéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il a ensuite quitté Dakar pour le Qatar. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Britanniques ont voté et décidé de quitter l'Union européenne. Selon les résultats définitifs, plus de 51% des électeurs ont voté pour le Brexit. Le Royaume-Uni est le premier pays à quitter le bloc européen après 60 ans de construction européenne. L'issue du scrutin a déclenché sur les marchés financiers un mouvement de panique. L'Europe se réveille avec la gueule de bois. Les Britanniques se sont prononcés à 52% pour une sortie de l'Union européenne. Tout le monde avait en tête cette possibilité, mais personne ne voulait y croire. La Grande-Bretagne vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en optant pour le Brexit avec un taux de participation de plus de 72%. C'est un résultat qui provoque des réactions contradictoires, stupeur et incrédulité chez les partisans du maintien. Le Premier ministre David Cameron annonce sa démission. Dans le camp du Brexit, c'est plutôt la jubilation. Au-delà des réactions contradictoires, cette sortie bouleverse la finance mondiale. La plupart des bourses du monde entier ont ouvert en baisse. La monnaie britannique, la livre sterling, dégringole. Elle est à son plus bas niveau depuis septembre 1985. Le mariage entre Londres et Bruxelles a été scellé en 1973. 43 ans plus tard, le divorce est effectif. La victoire du livre a provoqué un vent de panique sur les marchés boursiers. Vous venez de le constater. Les Britanniques ont ainsi rompu avec un projet dans lequel ils étaient entrés à reculons, voyant dans l'Union européenne avant tout un grand marché unique. Les résultats montrent un pays divisé avec Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord qui voulaient rester. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré que la possibilité d'un second référendum d'indépendance de sa région était désormais sur la table. L'Union européenne en perd une étoile. La Grande-Bretagne sort de l'Europe. Conséquence, la finance internationale est dans le rouge. Depuis ce vendredi, un vent de panique souffle sur les grandes places financières. De Londres à Tokyo, en passant par New York et Paris, les bourses mondiales sont en chute libre. La livre sterling aussi est au plus bas depuis plus de 30 ans. Les bourses sont les premières à réagir, comme d'habitude. C'est d'abord l'impact court terme qui prime. Le marché réagit à l'incertitude que cela présente. C'est quand même inédit. Un poids lourd de l'Europe commerciale qui sort. Il faut savoir que sur les marchés financiers en général, dès lors que la livre perd 2%, c'est on va dire la panique. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 10% de sa valeur. Ce vent de panique ne concerne pas la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, dont fait partie la Côte d'Ivoire, précisent les spécialistes. La raison, la Grande-Bretagne n'appartient pas à l'euro monétaire à laquelle le franc CFA est arrimé. Pour ce qui concerne la zone UEMOA, qui est une zone qui est très peu exposée aux devises étrangères, dont la livre, dont le dollar, il y a en réalité très peu d'impact à prévoir pour la zone UEMOA. Le monde financier avait anticipé un vendredi noir en cas de Brexit. Il est encore trop tôt pour déterminer son impact sur la vie économique du pays et de ses voisins, mais l'onde de choc mettra du temps à se dissiper. Daniel Kablan-Duncan était au siège de l'OCDE à Paris. Le chef du gouvernement a participé à une réunion extraordinaire du comité directeur du Centre de développement. L'OCDE a remis un rapport sur le développement de la Côte d'Ivoire. Et selon le rapport, l'industrialisation et la diversification de l'économie ivoirienne vers des activités à plus forte valeur ajoutée contribueront à une croissance durable et inclusive. Sylvie Touré.
Lisbonne, Porto, Viseu et Paris. 3 destinations, un seul but, donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'intégrer au cours des 4 prochaines années le prestigieux club des pays émergents. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur l'OCDE, l'Organisation de la coopération de développement économique. Elle a commandité une étude auprès de l'institution pour avoir le regard de ses experts sur le projet. 3 rapports ont été élaborés. Ils stipulent que l'émergence passe par une croissance inclusive. Les experts de l'OCDE sont optimistes. L'émergence en 2020 est possible. Et les leviers importants à pousser, c'est vraiment cibler une diversification de l'économie, une modernisation de l'économie à travers un soutien pour toutes les chaînes de valeur agricoles qui font toujours la base de l'économie. Il faut aussi une démarche vers l'industrialisation. Il faut aussi créer une infrastructure qui peut soutenir cette émergence et le gouvernement est vraiment en train d'agir là-dessus avec une implication du secteur privé important. L'organisation accompagnera le pays dans sa marche et dans sa démarche à travers une assistance dans la mise en œuvre des stratégies et un suivi-évaluation. Un protocole d'accord a été signé à cet effet. Il renforce ainsi le partenariat avec l'OCDE, selon le Premier ministre. Chaque année, nous allons nous retrouver pour voir sur chacun des points, signaler comment nous avons avancé, où nous sommes en retard, comment c'est le mouvement, de manière à ce que d'ici 2020, nous ayons atteint l'émergence souhaitée. L'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire s'est fait en 3 étapes. D'abord, l'évaluation initiale, phase de diagnostic réalisée sur le terrain et qui a mis en lumière les obstacles au développement. Ensuite, l'analyse approfondie des obstacles accompagnée de recommandations. Enfin, la phase 3, intitulée de l'analyse à l'action, consacrée à la mise en œuvre concrète des recommandations de politique proposées. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir réalisé une telle étude auprès de l'OCDE. La réforme portant sur l'arrêté de concession définitive initié par le gouvernement en 2013 pour sécuriser, simplifier et accélérer les procédures d'accès à la pleine propriété en matière de foncier urbain s'est montrée efficace depuis son déploiement. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, l'a affirmé lors d'une séance d'information parlementaire sur la matière que les bilans d'application de la réforme en 32 mois montrent qu'elle est plus efficace que toutes les procédures antérieures à temps égal. Il l'a démontré par une étude comparative des années 2012 et 2014. Des experts du FMI sont en Côte d'Ivoire afin de passer en revue la coopération avec le pays. Ils vont aussi s'imprégner du plan national de développement 2016-2020 pour déterminer sa participation dans le financement. Le reportage de Adama Koni. Séance de rattrapage pour le Fonds monétaire international, FMI, pourrait-on dire. Silencieuse lors du groupe consultatif de Paris, les 17 et 18 mai dernier, l'institution de Bretton Woods a dépêché une mission à Abidjan depuis ce vendredi. Feuille de route, feuilleter le plan national de développement PND 2016-2020 pour déterminer la contribution du FMI au financement. Le montant de soutien financier dépendra des besoins identifiés et aussi de la force des politiques qui sont dans le programme. Au-delà, l'institution financière internationale affiche sa détermination à être une compagne stratégique de la Côte d'Ivoire sur son parcours vers le développement. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, est dans une période ascendante très très belle, si vous voulez, mais le monde est fait de parfois des difficultés, il peut y avoir des chocs externes, des problèmes de sécurité, de termes de l'échange. L'environnement international aussi est moins favorable qu'il ne l'a été. Et donc il est important, si vous voulez, de faire en sorte que la belle histoire qu'on est en train de vivre continue et que si justement il y a des difficultés exogènes et autres, qu'on puisse y faire face. C'est ça un peu l'enjeu, si vous voulez, et donc notamment pouvoir assurer la viabilité de la dette et aussi la viabilité des finances publiques à long terme. Forte de 7 membres, la mission du FMI qui débute officiellement lundi prochain avec les rencontres techniques avec la partie ivoirienne durera 2 semaines. Un bureau de l'Agence coréenne de promotion des investissements a été inauguré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La station d'Abidjan, son bureau ouest-africain, constitue la 126e représentation du COTRA à travers le monde. Elle couvre en plus de la Côte d'Ivoire, le Sénégal et 8 autres pays de la sous-région. Chantal Akanda était à l'ouverture de ce bureau.
Les échanges bilatéraux et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République de la Corée du Sud se renforcent davantage. La COTRA, agence de promotion des investissements coréenne, vise à contribuer à la réussite de la coopération économique. La COTRA ouvre ses portes d'Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est le centre, c'est le plus important pays. Nous croyons que l'économie de Côte d'Ivoire va augmenter toute l'année. Nous espérons que beaucoup d'opportunités de business entre deux pays. L'ouverture du bureau COTRA à Abidjan fait suite à la visite du chef de l'État Alassane Ouattara à Séoul en 2014, lors du premier forum économique Corée-Côte d'Ivoire. C'est donc avec une réelle satisfaction que l'État de Côte d'Ivoire accueille à nouveau la COTRA. Nous exportons moins que nous importons de Corée. Et ces échanges tendent à s'intensifier encore plus. La Corée, comme dans d'autres pays, dispose d'un fonds de développement qui appuie les pays en développement dans des secteurs comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Et au département des infrastructures, nous avons l'ambition de pouvoir bénéficier de ces ressources. La COTRA est pour la Corée du Sud ce que le CPC représente pour la Côte d'Ivoire. La réouverture de son bureau d'Abidjan est suivie par une signature de convention en vue de stimuler le développement des échanges économiques et commerciaux. Les premières assises régionales sur la gouvernance numérique des PME en Afrique se sont déroulées à Grand Bassam. La transition vers les technologies du numérique dans les entreprises, un levier de croissance et de performance des PME, le thème autour duquel près de 200 participants de 20 pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et du Nord, ainsi que de l'Europe vont débattre. Le reportage de Juliette Ouéa. La première édition des assises régionales sur la gouvernance numérique des petites et moyennes entreprises en Afrique veut emmener les PME à s'approprier les nouveaux usages numériques. Il s'agit surtout d'intégrer ces technologies pour améliorer leur compétitivité. Les PME constituent partout la source essentielle de dynamisme, de flexibilité. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 98% de notre tissu économique formel, mais ne produisent que 20% de la richesse nationale et 23% de l'emploi formel. Pendant 3 jours, environ 200 dirigeants de PME, notamment des Ivoiriens, Burkinabés, Sénégalais et Tchadiens, participent aux travaux. Les petites et moyennes entreprises africaines ont désormais compris qu'il faut s'investir dans le numérique. Pour le moment, nous n'avons pas encore de site parce qu'au moment où nos activités ont démarré, nous avons voulu créer un site et le coût nous a freinés. Et aujourd'hui, venant aux premières assises des PME, et on nous dit qu'il y a une possibilité de créer un site web sans débourser un sou. Nous sommes présents à cette assise pour que l'on nous propose des solutions pour nous faciliter la tâche à être à l'ère du numérique. Déjà en Côte d'Ivoire, le gouvernement innove. Le ministère de l'Entrepreneuriat national prévoit d'ici à 2017 la mise en place d'un fonds d'appui aux PME qui intègre le numérique. Une enveloppe de 200 millions d'euros, soit environ 131 milliards de francs CFA, est prévue à cet effet. La contrefaçon menace la santé et la sécurité des consommateurs. Tout produit contrefaisant présente de nombreuses incertitudes sur son origine, ses qualités, sa fiabilité. La contrefaçon menace l'équilibre économique de tous les États. En Côte d'Ivoire, elle représenterait un manque à gagner de 780 milliards de francs CFA. La vigilance s'impose donc. Sephora Zegui et Adama Kone font un tour d'horizon de la contrefaçon. Chaque année, plus de 2 milliards de consommateurs à travers le monde souffrent de troubles liés à la consommation de produits de fraude ou contrefaits. En l'espace de quelques années seulement, la contrefaçon, qui était une pratique marginale, s'est muée en une véritable industrie qui touche tous les secteurs d'activité. Le contrefacteur, généralement le fabricant, il est en dehors du pays où il fabrique les produits de contrefaçon. Ensuite, intervient
le transporteur qui peut être intéressé à la fraude ou pas. Et puis, les produits contrefaits sont débarqués dans les ports des pays voisins. Et c'est à partir de là que ces produits rentrent en Côte d'Ivoire, soit par la route ou par les voies lagunaires. La contrefaçon, c'est la reproduction illégale d'une marque, d'un dessin, d'un modèle ou d'un brevet. La qualité du produit, le prix anormalement bas, l'emballage, le logo sont des indicateurs auxquels doivent faire attention les populations pour différencier le produit authentique du produit contrefaisant. Lorsque vous présentez une denrée alimentaire, ce produit-là doit respecter, l'étiquetage doit respecter un certain nombre d'informations, notamment la date de fabrication, la date de production, le nom commercial, la dénomination de vente, la liste des ingrédients, le nom du fabricant ou l'importateur. Toutes ces informations-là permettent aux consommateurs de pouvoir faire le choix. Selon les experts en santé, les contrefaçons de médicaments représentent un risque pour la santé publique en raison de leurs contenus qui peuvent être dangereux. En Afrique, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que plus de 100 000 personnes meurent chaque année du fait des médicaments contrefaits. La contrefaçon, un danger que les populations tentent de justifier par la cherté de la vie. La population, elle regarde ce qui est abordable, accessible. Donc les gens, ils ne regardent pas, ils regardent, bon, c'est moins cher, ils prennent. Le prix Côte d'Ivoire est très cher, le pays est dur. Côte d'Ivoire, là, même si tu prends pour vendre, tu as besoin de 500. Boïtaguette, là, on peut dire que lui, il est un peu mieux. Le secteur du textile est l'un des plus touchés par ce fléau. Selon les professionnels du pagne, environ 300 conteneurs de textiles de contrefaçon sont débarqués chaque année sur le marché ivoirien depuis 2000, causant de graves conséquences pour l'industrie locale du textile. Il y a un peu plus de 20 ans, plus de 100 usines dans la sous-région. Il y avait plus de 100 usines, il en reste 5. Donc nous continuons à nous battre, nous continuons à lutter en espérant que, bien qu'étant les derniers à survivre, nous parviendrons encore à survivre le plus longtemps possible, à protéger des emplois, à générer de la richesse dans notre pays. Nous payons des impôts, nous payons des droits de douane, parce que ça aussi il faut en parler. La plupart des contrefaçons qui rentrent en Côte d'Ivoire rentrent en fraude. 780 milliards de francs CFA, soit 7,46% du produit intérieur brut PIB, c'est le montant que fait perdre le phénomène de la contrefaçon à l'État de Côte d'Ivoire. L'État a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en créant un comité national de lutte contre la contrefaçon. Il est temps que les textes qui répriment la contrefaçon, qui répriment le piratage, soient strictement appliqués. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller saisir les marchandises, venir les détruire, et après le contrefacteur reprend ses activités. Mais il faut le frapper au portefeuille, par exemple. Les contrebandiers procèdent de plusieurs manières pour tromper la vigilance des consommateurs. Lorsque le produit frauduleux est saisi, la loi prévoit 2 types d'amendes. Aussi, l'État a-t-il mis à la disposition des consommateurs 2 numéros verts pour signaler toute irrégularité. Il y a une amende de 100 000 à 1 million à payer et une peine privative de droit de 3 mois à 3 ans. Ce sont des peines qui ne sont pas dissuasives. Il va falloir revoir ces textes-là pour punir la contrefaçon encore plus sévèrement. La contrefaçon a un impact économique, sanitaire et social négatif, freinant le développement. Médicaments, produits alimentaires, œuvres de l'esprit, mais aussi textiles, cosmétiques, téléphones, pièces détachées, accessoires automobiles, tous touchés par le phénomène. Des actions rigoureuses et vigoureuses sont donc nécessaires. Certaines substances nuisent aussi à la santé et menacent la sécurité intérieure. La drogue, par exemple. La cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké et la brigade antidrogue des douanes ont saisi des drogues et des produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA. Ces produits ont été incinérés. Les faits avec Soro Corona et Kader Sogodougou. 300 kg de cannabis, 3 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, 2 tonnes de cigarettes de contrefaçon, des doses de cocaïne et un lot de faux billets. Ce sont les saisies de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké et de la brigade antidrogue des douanes ivoiriennes.
Valeur des saisies, plus de 250 millions de francs CFA. Ces saisies, nocives pour la santé de leurs consommateurs, ont été incinérées. Cette destruction s'est faite sous la supervision des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité de Bouaké. Ces autorités ont salué le travail abattu par les hommes en armes, tout en invitant la population à coopérer. Le procureur de la République félicite vraiment toutes les forces pour le travail qui est fait sur le terrain. Le procureur de la République profite également de ce micro pour encourager les forces à coopérer aussi avec Interpol. Il faut démanteler tous ces réseaux. Partout, ces groupes criminels sont établis. Nous avons mis beaucoup de temps dans cette région à dire aux gens ne faites pas cela, ne faites pas ceci. En tout cas, ça a trop duré. La récréation est terminée. Pour les douanes ivoiriennes, la pratique de ces activités est dangereuse pour le pays. Cette saisie est le fruit de 2 ans d'intenses activités de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké. La gendarmerie nationale a appréhendé 115 personnes, dont 3 femmes, qui ont été déférées à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, ainsi que celle de Katiola. 20 fumoirs détruits à Bouaké, Katiola et Niakaramandougou. Un champ de cannabis a brûlé à Marabadiassa. Dans les pays en développement, le préscolaire est souvent considéré comme un luxe. Seul un enfant sur 3 a la chance de suivre l'enseignement maternel. Pourtant, le droit fondamental à un enseignement de qualité repose sur des fondations saines posées dès le plus jeune âge. Encadrés et stimulés, les enfants qui fréquentent l'école maternelle s'épanouissent davantage. L'enseignement maternel est donc le meilleur moyen d'offrir des chances équitables à tous les enfants. Suivons ce reportage qui nous le démontre. Dabakala, centre de protection de la petite enfance. Seulement 70 pensionnaires pour une capacité de plus de 200 enfants. Le centre de la petite enfance n'est pas beaucoup fréquenté. Nous n'avons que 68 tout petits qui sont au centre préscolaire. Et donc nous appelons véritablement nos parents à inscrire les enfants. Mais au-delà de ça aussi, on peut noter certaines difficultés. Il y a beaucoup de parents qui sont illettrés, qui eux-mêmes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc ils ne voient pas forcément la nécessité de mettre l'enfant à l'école. Pauvreté, analphabétisme des parents, quelques entraves à l'accès du préscolaire aux tout-petits. En 2012, une étude du ministère du Plan et du Développement révélait qu'un enfant d'un milieu favorisé a 20 fois plus de chances d'être inscrit dans un centre d'encadrement du jeune enfant. Celui qui a fait la maternelle, lui, on a eu le temps de voir comment il vit, on a eu le temps de rééduquer son comportement parce que chez nous, on dit le meilleur âge pour éduquer un enfant, c'est de 0 à 5 ans. En réponse à cette situation, un projet, le DIGE, Développement intégré du jeune enfant. Il s'agit d'informer, éduquer les parents, les familles et communautés à adopter les bonnes pratiques de soins, de protection et de veille du jeune enfant. Pour consolider les acquis du DIGE et améliorer ses actions en faveur du jeune enfant, un séminaire s'est tenu à Yamoussoukro. Participant, une cinquantaine d'acteurs appuyés d'experts de la petite enfance. L'enfant sera pris dans sa globalité et cela est un atout pour l'éducation, formation, pour le développement global de l'enfant. Et je ne suis pas satisfaite parce que l'enfant est l'homme de demain. Avoir donc un document consensuel qui donne une vision, des stratégies et un plan opérationnel pour effectivement faire en sorte que à la fois les parents, les enseignants et les encadreurs puissent effectivement travailler ensemble. Coordonnée par le ministère du Plan et du Développement, la présente session de réflexion a été financée par l'UNICEF. Son objectif, contribuer efficacement à une meilleure prise en charge de la petite enfance. La RTI vient de lancer les émissions de vacances, de nouveaux programmes pour divertir les téléspectateurs pendant ces vacances. Une innovation pour offrir aux populations un large éventail de choix sur les différentes chaînes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne et rigorée. Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 1 et RTI 2 prennent rendez-vous avec auditeurs et téléspectateurs pendant ces vacances 2016 pour tenir en haleine le public. Ces chaînes adaptent leur contenu afin d'assumer pleinement l'une des missions de la radiodiffusion télévision ivoirienne, le divertissement.
Radio Côte d'Ivoire va à la rencontre de ses auditeurs avec Radio Vacances. Les équipes de production vont sillonner 9 villes du pays. La plupart des productions vont sensibiliser la jeunesse. Nous allons sensibiliser les jeunes gens sur les risques du VIH-Sida et sur le tabagisme. Fréquence 2 se positionne comme la radio des jeunes avec des innovations pour ses vacances. C'est vraiment une tranche jeune, une tranche fun où on va avoir des pupils en termes d'invités, où on va avoir des auditeurs qui participent parce qu'ils ont leur part d'animation dans ce programme. Petit choco sur le côté, concours de drague. RTI2 mettra un accent sur des telenovelas et fera surtout la part belle aux jeunes à travers plusieurs programmes. RTI2 vient cette année avec 2 nouveaux jeux qui viennent pour consolider leur position et donner aux téléspectateurs de pouvoir se faire apprécier. Et également solliciter pour les téléspectateurs le soutien et l'accompagnement qu'il faut dans ce sens-là. Sur RTI1, des émissions phares font leur retour. Podium et Clash vont rythmer les vacances, sans oublier les films des réalisateurs ivoiriens. Nous aurons le grand retour de la fiction ivoirienne et une fiction africaine qui s'appelle Sté. Sté, c'est tous les mercredis à 20h50 sur RTI1 et où il est question de la problématique des couples mixtes. Ce contenu de programme alléchant a besoin d'être accompagné par les sponsors. C'est pourquoi le directeur marketing de la RTI les invite à associer leur image à toutes ces productions qui draineront du monde pendant ces vacances. Hors de chez nous, Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade et qui fut son ministre, a été libéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Karim Wade était en détention depuis plus de 3 ans et avait été condamné en mars 2015 à 6 ans de prison par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite. Le bruit courait, la rumeur circulait au Sénégal depuis des jours. La présidence confirme. Karim Wade vient d'être gracié par le président Macky Sall. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a été remis en liberté dans la nuit du jeudi à vendredi. Il a quitté la prison de Rebeuss aux environs d'1h du matin pour une destination non encore précisée, même si certaines sources évoquent le Qatar. Pendant ce temps, un communiqué de la présidence annonçait la nouvelle au peuple sénégalais, ainsi que la libération de 2 autres co-accusés dans cette affaire des biens mal acquis. Néanmoins, les sanctions financières à l'encontre de l'ex-ministre reste en vigueur. Son arrestation en avril 2013 avait déchaîné les passions et son procès avait tenu le pays en haleine pendant 18 mois. À l'issue de son jugement en mars 2015, Karim Wade écope de 6 ans d'emprisonnement et 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Désormais, c'est la remise en liberté de celui que nombre de Sénégalais surnomment ministre du ciel et de la terre qui ne laisse guère indifférent. Le tirage au sort du 3e tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2018 vient d'être effectué. L'Algérie hérite d'un groupe avec le Nigeria, le Cameroun et la Zambie. La Côte d'Ivoire, elle, devra se défaire du Maroc, du Mali et du Gabon. Sébastien Ognan est son porte-voix. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018 Zone Afrique. Les champions d'Afrique en titre ont hérité du groupe C, en compagnie du Gabon, du Mali et du Maroc. Les éléphants retrouvent le Gabon avec lequel ils sont dans le même groupe des éliminatoires de la CAN 2017. Dans cette équipe se trouve le meilleur joueur africain, Aubameyang. Le Maroc, avec à sa tête Hervé Renard qui a conduit les éléphants à la victoire finale de la CAN 2015, est un sérieux client pour les éléphants de Michel Dissué. Le Mali est toujours difficile à jouer pour les éléphants et la dernière CAN la teste bien avec un nul 1-1 acquis en fin de partie. Ce sont des bonnes équipes. Après, eux aussi, ils savent que jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Donc maintenant, il convient pour nous d'avoir le plus grand respect et de bien préparer nos matchs. Avec un groupe rajeuni, Michel Dissué attaquera sans complexe
ces éliminatoires dans une poule C assez relevée. Le groupe B avec la Zambie, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria. Le groupe D avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cap-Vert. Enfin, le groupe A, la Tunisie, la Guinée, la RDC et la Libye. Les éliminatoires qui se disputeront en 6 journées commenceront le 3 octobre pour s'achever le 17 novembre 2017. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.